Bonjour Jean-François. Bonjour Christelle. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont déjà là et puis il y en a sûrement qui vont nous rejoindre. Écoute, je t'ai donné rendez-vous aujourd'hui Jean-François pour qu'on parle d'économie du don. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi à la vidéo, tu sais, qu'on a fait ensemble, le reportage. Enfin, j'ai fait un petit reportage sur toi, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais enfin, concrètement, comment on fait, quoi? Donc, tu as gentiment accepté de répondre au moins déjà à mes questions. Et puis, j'espère que les personnes qui nous verront aujourd'hui pourront aussi poser leurs questions. Donc, peut-être un petit rappel sur qu'est-ce que c'est l'économie du don, qu'est-ce que ça veut dire. On parle d'économie de marché, d'économie classique, et puis économie du don. Est-ce que c'est quelque chose, ça vient d'où ce terme? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'économie du don, ça relève déjà d'un terme en économie, tout simplement, qui, malgré des contours assez flous, veut dire quand même quelque chose de précis, en tout cas, un contour assez flou dans la compréhension collective. En fait, l'économie du don, on la pratique tout le temps. En famille, on ne se vend pas et on ne s'achète pas des choses. Entre amis, même entre collègues dans l'entreprise, on s'entraide, on se donne du temps, de l'expérience, de l'énergie, etc. Donc, on la pratique naturellement. En fait, l'économie du don, on la pratique en petits groupes, en micro-communautés. Techniquement parlant, dans la discipline de l'intelligence collective, on dit en intelligence collective originelle. Ça veut dire la tribu, le village, le groupe d'amis, l'équipe de sport, les voisins, la famille, etc. Les collègues aussi. Donc, toujours en micro-communauté. On n'a pas besoin de s'acheter et se vendre des choses. On fonctionne en économie du don. Alors, ça se passe comment? Eh bien, tout simplement, on sait ce que l'on peut donner aux autres et on sait ce qu'on peut demander aux autres. Il faut s'imaginer d'ailleurs aussi autour d'un déjeuner, autour d'une table. Voilà, on a des ressources partagées, on a le repas. Il y a certaines choses qu'on peut avoir en abondance. Je peux m'en servir, je n'ai pas à demander. Je vais m'en servir de l'énorme plat de nouilles qu'il y a, par exemple. Je peux reprendre à volonté. Je sais qu'il y en aura toujours suffisamment. Par contre, il reste plus beaucoup de pain. Eh bien, on va peut-être, là on a une rareté, on va peut-être partager ensemble. Et on sait toujours finalement ce qu'on peut donner, demander, recevoir, etc. On a ce sens-là parce qu'on a ce sens du collectif. On voit un petit peu l'état des ressources, on voit qui a besoin d'eux, qui n'a pas besoin d'eux, ce qu'on a le droit de demander, ce qu'on ne peut pas demander parce que ça va pénaliser certaines personnes ou le collectif. On a cette vision d'ensemble. C'est en lien avec le fait de voir, c'est ça, de voir l'ensemble des choses. C'est ça que tu parlais de… Comment voilà. En intelligence collective, on appelle ça l'holoptisme. Je mets un terme un petit peu technique, mais il faut mettre des mots des fois. L'holoptisme, donc du grec holos, holistique, et optisme, du grec optike, voir le tout. Je sais quoi faire, justement, je sais ce que je peux offrir ou demander dans ma micro-communauté, parce que j'ai l'état, j'ai la conscience du tout, déjà, de notre communauté. Il n'y a quoi autour de la table, en quelque sorte. Et puis, je connais les gens, finalement, donc je sais qui je peux aider ou qui peut me demander quoi, on le sait chacun. Alors évidemment, quand on devient une très grande société, plusieurs milliers ou millions ou centaines de millions de personnes ou milliards, ça devient plus compliqué ce genre de choses. Et donc l'humanité, en passant de l'intelligence collective originelle, donc le mode tribal, aux civilisations, a fait une bascule, donc de l'intelligence collective originelle à l'intelligence collective pyramidale, et qui, elle, a inventé cette fameuse économie de marché avec l'argent, qui permet, au lieu de faire du troc, parce que le troc, ça s'avère évidemment très, très limité, et bien qui permet effectivement de faire circuler les ressources, mais avec toujours, là, pour le coup, la condition de contrepartie. Je te donne 1 kilo de patates si tu me donnes 2 euros en échange, ou si tu as 1 kilo de carottes si on fait du troc. Mais il faut forcément la contrepartie. Dans l'économie du don, techniquement parlant, il n'y a pas la condition de contrepartie. On va donner quelque chose à quelqu'un ou recevoir quelque chose de quelqu'un, mais il n'y a pas l'attente de quelque chose en échange. Il y a, alors évidemment, entre les deux, il y a des intermédiaires. Il n'y a pas ou l'économie du don ou l'économie de marché. Pour finir un petit peu de brosser l'aspect technique de ça, dans l'économie de marché classique, il y a la condition de contrepartie. Je te donne ça contre autre chose, soit du troc, soit de l'argent. Il y a une sorte de forme un petit peu intermédiaire. Par exemple, un musicien qui va dans la rue, il dit « je vous joue de la musique et vous me donnez ce que vous voulez ». D'accord ? Donc,
alors là, ça se fait dans le don aussi, dans l'appréciation, mais ça vient quand même complètement en retour vers la personne qui a proposé quelque chose, qui a créé de la valeur. Est-ce que on pourrait dire que c'est un peu comme la participation consciente, par exemple, quand on fait quelque chose et qu'on dit aux gens, ben, vous donnez ce que vous voulez en participation consciente, c'est ça? Ça s'appelle ça un phénomène intermédiaire entre les deux? Oui, j'appelle ça un phénomène intermédiaire, exactement. Donc, merci Christelle d'amener ça, parce que la participation consciente, effectivement, ça relève de cette forme intermédiaire, de retourner finalement à ceux qui ont créé de la valeur, qui ont proposé quelque chose, une participation consciente pour le contexte, enfin circonscrite au contexte donné. L'économie du don, elle va plus loin encore, puisque elle peut se perpétuer dans d'autres sens. Par exemple, je peux te donner quelque chose, toi, un jour, tu vas donner quelque chose à quelqu'un d'autre. On a d'ailleurs souvent ce souvenir. Par exemple, quelqu'un a pu nous tendre la main quand on avait 20 ans, nous mettre le pied à l'étrier. On peut avoir eu un mentor ou une personne qui nous a appris énormément de choses. On a de la gratitude. Et 30 ans plus tard, on a envie de donner à d'autres personnes. Donc là, il y a une perpétuation de la chaîne du don. Donc il y a un plaisir immense qu'on a tous, mais ça fait partie, je pense, des espèces collaboratives, comme l'humain et bien d'autres, hein, des espèces animales collaboratives, d'avoir naturellement envie de donner et de savoir que de toute façon, d'autres choses vont se passer. Mais il n'y a pas nécessairement la condition de réciprocité. Voilà un petit peu le spectre avec tous les gradients qu'on peut avoir. Par exemple, je peux dire, je peux donner sans attendre, mais dans mon discours, il peut y avoir quand même une petite attente, et on a le droit. Donc, tu peux sentir que tu peux avoir une dette envers moi. Tu vois, donc il y a toute forme de gradient, mais voilà un petit peu le spectre auquel on peut penser. D'accord. Alors, moi, j'ai tout de suite envie de te poser une première question suite à cette première présentation. C'est que quand tu dis, bah, finalement, le don, c'est quand même avoir confiance, quelque part, que ce que tu vas donner, énergétiquement, ça va faire qu'à un moment donné, quand tu vas avoir besoin, tu vas recevoir, par exemple, de l'aide ou des ressources. J'ai l'impression, tu me dis si je dis des bêtises, mais j'ai l'impression que du coup, ça questionne la question de la confiance, en fait, en la vie même. C'est même pas confiance dans la personne, c'est j'ai confiance que là, si je donne, je vais forcément, à un moment donné. Alors, c'est vraiment de ça, en fait, qu'il s'agit, parce que les gens, moi, qui viennent me voir et qui me disent, mais on fait comment concrètement? Ce qu'il y a derrière la question, c'est comment je vais faire si je donne et que je n'ai pas l'assurance que je vais recevoir. Ben, dans l'économie du don, effectivement, on n'a jamais l'assurance de rien du tout. Donc, ça se fait complètement à la confiance. Alors, maintenant, la confiance à quoi et à qui? Ouais. On démarre de toute façon dans une sorte de bac à sable, en quelque sorte, dans des contextes d'économie du don à petite échelle. Ça commence par la famille. Si on a une famille, évidemment, non pathologique, on peut grandir dans des familles violentes, enfin, il y a pas de choses qui peuvent exister. Mais si on grandit, on va dire, dans un contexte sain et normal, ça veut dire qu'on grandit dans une communauté, la famille étendue, mais aussi l'école, les amis, etc., où on apprend à avoir une perception sensorielle du flux des dons. On sait à qui on a envie de donner, à qui on a moins envie de donner, on sait qui tiendra sa parole, ou qui oubliera, etc. Donc, on a un relief d'ailleurs de réputation, hein, non pas objectivé comme sur le système informatique, mais on les a là, nos systèmes de réputation. Et donc, effectivement, ça se construit sur une expérience de confiance, de la connaissance et du lien des acteurs de cette micro-communauté. Donc, on apprend d'abord l'économie du don par la confiance dans une micro-communauté. Ou la non-confiance, s'il y a non-confiance, évidemment, ça va diminuer énormément. Si on a des expériences traumatiques, ça va diminuer énormément notre capacité à donner et à recevoir. Normalement, dans un contexte ça, on apprend en micro-communauté. Après, on peut continuer à cheminer. Et là, ça relève d'une expérience, je parle bien d'expérience, et pas d'une croyance, mais d'une expérience qu'on peut qualifier de spirituelle, en tout cas qu'on ne peut pas scientifiquement expliquer, mais que je valide par ma propre expérience et par le témoignage de tous les gens qui font ça. Il s'agit de faire confiance à plus que sa communauté directe. Ça veut dire, on peut dire, faire confiance à l'univers, faire confiance à la vie. Il y a des tas de façons de dire ça, faire confiance à son ange gardien, faire confiance à la providence. Il y a des tas de mots qu'on peut utiliser suivant son système référentiel. Et ce que je peux dire d'expérience personnelle, je vois ce lien entre
l'expression joyeuse de son être, faire ce qui nous rend joyeux et riche de notre être, offrir cette richesse de notre être aux autres, et comme par magie, des choses arrivent d'ailleurs, donc pas nécessairement par la réciprocité. Il y a beaucoup de choses qui arrivent par de la gratitude réciproque. Et je fais bien la différence entre une gratitude de réciprocité versus de la dette. Ouais. On a souvent quelqu'un qui nous a aidés, on a envie de lui dire merci, on a envie de lui faire un cadeau, etc. Ça ne relève pas d'une dette. On ne se sent pas, on ne sent pas qu'on a réglé une dette quand on fait ça. On ne se sent pas redevable. On a envie d'exprimer de la gratitude. Donc, souvent, il y a des choses qui reviennent par gratitude. Mais il y a aussi plein de choses qui viennent d'ailleurs, autrement que par le cercle direct qu'on peut imaginer. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Après, dans ce que je dis là, il n'y a rien d'original parce que tous les récits mystiques, on peut penser à saint François d'Assise dans la tradition chrétienne. Quand on dit abandonner tout, en fait, le vœu de pauvreté. Moi, j'ai fait autre chose, j'ai fait un vœu de richesse. Je pourrais en parler après, mais ça veut dire un peu la même chose. En fait. Oui. Mais ce fameux vœu de pauvreté, en fait, veut dire littéralement de ne plus s'attacher aux biens matériels. Ça ne veut pas dire qu'on en a plus, ça veut dire qu'on ne s'y attache plus et qu'on a pour finalement seul trésor, mais trésor absolu, son être. Et qu'on va s'offrir à cette fameuse providence. On parle aujourd'hui de synchronicité. On a des mots plus modernes, mais on a un mot ancien aussi qui dit la providence. Donc, de s'offrir à cette communauté étendue qu'on peut appeler l'univers, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler la providence, qu'on peut appeler la vie, peu importe, qu'on peut appeler une divinité si on a envie, ça n'a pas d'importance. Mais on fait cette expérience que, ben oui, les richesses dont on a envie, je préfère parler de désir plutôt que de besoin, parce que le besoin, ça nous rend victimes. Mais les richesses dont on a envie, elles arrivent. Et quand je dis dont on a envie, je ne parle pas des fantasmes, je ne parle pas de s'acheter ou de recevoir 3 Lamborghini. Je parle de, par exemple, si tu fais de la musique, eh bien de recevoir l'instrument juste. Si tu as des besoins, alors non, je vais retirer le mot besoin, je l'efface, je mets un petit texte, mais des envies d'habiter quelque part, eh bien trouver l'endroit juste pour y habiter, et ainsi de suite. Voilà. Et ça veut dire avoir des pensées très claires sur ce que l'on désire, et justement aller dans l'ordre du désir, donc quelque chose de positif, de construire, de faire vivre, plutôt que de l'ordre du besoin, où là, on se victimise. Attention, je ne dis pas qu'on n'a pas des besoins des fois. Ça arrive. On peut tomber malade, on a besoin d'aide. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais je trouve intéressant de s'éduquer, j'essaie de le faire autant que possible aussi pour moi, à quel moment j'ai vraiment des besoins et à quel moment j'ai du désir, du désir positif. Ça veut dire de l'envie de quelque chose dans cette joie créatrice. Ok, merci Jean-François. Alors, du coup, ce que les gens, moi, me disent, c'est comment faire pour s'extraire vraiment d'un système qui est complètement centré sur l'argent, comme tu disais, la monnaie rare. Concrètement, par exemple, on doit payer nos factures avec de l'argent, on doit avoir un compte en banque pour payer des trucs. Donc, toi, je sais que tu es passé par là, donc c'est quoi les premières étapes, en fait, pour s'extraire de tout ça et commencer à même si, par exemple, on se sent prêt intérieurement, tu vois, à se lancer dans la confiance et à la guidance de cet être intérieur, comment est-ce que, au niveau pragmatique, quels sont pour toi les premiers pas ou la manière de faire la plus concrète, quoi, je dirais? Alors, je vais lever déjà une première ambiguïté. Je ne sais pas d'où elle vient, mais je la vois se perpétuer partout. Économie du don, ça ne veut pas dire ne pas utiliser d'argent. D'accord. L'argent, ça s'offre, l'argent. Donc, économie du don, ça veut dire utiliser toute forme de richesse ou accueillir ou pouvoir donner toute forme de richesse, y compris de l'argent. Donc, j'utilise de l'argent. Mais l'argent que je reçois, il s'agit d'argent offert. Il ne s'agit pas de choses où je vends une prestation, je dis tiens, je vais faire telle conférence à tel endroit, vous me devez tant, je vais vous accompagner pour votre réflexion stratégique, intelligence collective, ça coûte tant, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, je reçois
des richesses matérielles et immatérielles. Et dans les richesses matérielles, certaines sous forme d'argent, certaines parfois de crypto, et puis d'autres sous forme de biens ou de services. Mais ce qui arrive vient de gratitude, vient de gentillesse, ne vient pas d'une négociation commerciale, ne vient pas d'une vente en tant que telle. Voilà. Donc déjà, je crois que ça veut dire quoi? Ce qui change, c'est la manière dont tu le proposes, c'est ça? C'est la sémantique qui change? Alors, plus que la sémantique, ça veut dire la relation aux autres. Ouais. Si tu me sollicites, on va prendre un exemple très simple. Tu m'appelles, tu me dis, voilà, Jean-François, on voudrait que tu viennes nous donner une conférence sur telle chose. Modèle classique, je vais te dire, très bien, eh bien, cette conférence, ça coûte tant. Voilà, tu prends, tu ne prends pas. Hein? Bon. Dans le contexte de l'économie du don, je vais déjà te demander pourquoi tu veux cette conférence, je vais te demander ce qui te fait lever le matin, toi Christelle, pourquoi tu as envie de faire ça, etc. Donc déjà, on va se relier sur nos êtres. Voilà. Et si je m'aperçois que, tiens, il y a un projet sympa, cette conférence, elle peut faire du bien, elle peut ouvrir des esprits, elle peut créer de nouvelles voies, etc. Je vais dire, bah, écoute, ouais, Christelle, volontiers, je t'offre ma conférence, ce temps. Je vais te demander juste, évidemment, de t'acquitter des frais directs du train ou logement, enfin des choses de base, mais ça relève des frais de fonctionnement, ça ne relève pas d'un don. Et je te dirais plusieurs choses. Je dirais déjà, tout ce qu'on va faire, on va le faire en mode open source aussi. Ça veut dire, tiens, si on fait une conférence, ben on la partage. Autant aller dans cette économie-là aussi, l'économie de partage. On va réfléchir sur des nouveaux processus, des nouvelles technologies, et bien on va le faire en open source également. Donc voilà aussi un élément de contexte. Et puis, je veux dire, on va aller vraiment dans cette bienveillance. Ça veut dire, au-delà du projet qu'on fait, ensemble, on se donne de la bienveillance, on s'aide en tant qu'être humain, avant tout. Sur la partie don, je te dirais, voilà, Christelle, si tu te sens en gratitude par rapport à ce qu'on a fait, et uniquement en gratitude et pas en dette, eh bien, tu peux aller dans ta puissance et tu peux perpétuer la chaîne du don. Ça veut dire, tu peux continuer à donner à d'autres et ou à moi si tu as envie. Mais si tu as envie, si vraiment le cœur t'en dit. Donc ça change complètement les choses à ce niveau-là, parce que notre contrat social, en quelque sorte, relève beaucoup plus donc d'une convergence ensemble, plutôt que d'une tension de marché. Dans une tension de marché, tu vas essayer d'obtenir le plus de moi pour le moins d'argent possible, et moi j'essaie d'obtenir le plus d'argent possible de toi en te donnant le moins possible. Je caricature, il y a plus que ça, mais il y a cette fameuse tension de marché qui équilibre l'offre et la demande, en quelque sorte. Dans le don, au lieu d'avoir de la négociation, on a de la convergence, on a de la délibération. On essaie de voir ensemble ce que ça peut faire de bien pour toi, pour moi, pour le monde, etc. Donc, il n'y a pas du tout la même relation humaine derrière. Et ça ne joue pas que sur les mots, sur de la sémantique. Ça se joue vraiment sur la nature même de la relation. Alors après, si je donne cette conférence, je prends cet exemple-là très simple, tu peux dire, bah, tiens Jean-François, on a envie de te rémunérer. Tant. Je te dis, non, vous ne me rémunérez pas, parce que les mots comptent là pour le coup. Mais si vous voulez me faire un don de temps, vous pouvez le faire. Mais vous pouvez aussi dire, vous pouvez offrir de l'argent à une association qui vous plaît. Il y a des tas d'entreprises que je connais qui ont dit, bah, tiens, maintenant, désormais, on va donner, je ne sais pas, 3 jours, moi, homme, pour des jeunes en difficulté, on va aider telle association, etc. Il y a des tas de choses que j'ai pu voir se faire. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines fois où tu ne vas pas recevoir justement d'argent. Tu vas donner quelque chose et tu ne vas pas recevoir d'argent forcément en contrepartie. Donc, la question que les gens me posent, c'est mais alors, comment il fait s'il perpétue la chaîne du don, qu'il ne gagne jamais d'argent? Comment il fait pour payer les choses dont on a besoin de payer tous les jours, le loyer, la nourriture, etc. Alors, déjà, tu vas me voir dans cet échange, en général, très, très pointilleux sur les mots, parce que les mots véhiculent des idées et véhiculent des visions du monde. Je ne gagne pas de l'argent, parce que gagner, ça veut dire avoir conquis quelque chose. Et pour moi, ça relève des expressions sociales banalisées, mais d'une violence extrême. Gagner de l'argent, et encore pire, gagner sa vie. Oui, ben oui. Sa vie. Mais tu l'entends tous les jours, ça. Comment je fais pour gagner ma vie? Tous les jours. Voilà. Ouais. Ça perpétue un paradigme masculin, de la conquête, de la chasse à l'argent rare, etc. On parle aussi de contrepartie. Contrepartie. Tu l'as utilisé aussi. Tu vois le commentaire là? Tu vois le commentaire de la personne? Oui, tout à fait. Je vais absolument. On va parler de Marcel Mauss aussi. Ouais.
Donc, en fait, il s'agit de désactiver ce vocabulaire, non seulement dans la dialectique, mais aussi de la désactiver dans son psychisme. Et d'ailleurs, désactiver le vocabulaire négatif désactive aussi les processus psychiques ou les aide mieux à partir. Si je continue à utiliser des expressions comme gagner ma vie, par exemple, j'ai continué à installer dans mon psychisme cette forme-là d'existence également. Donc, déjà, voilà, je réagis sur le fait de gagner de l'argent ou gagner de la vie. Je ne gagne ma vie, je ne gagne pas d'argent et je ne gagne pas ma vie. S'il y a de l'argent qui me vient, il me vient par gratitude. C'est-à-dire des gens qui ont dit, voilà Jean-François, on a envie de te donner telle somme d'argent. Alors après, techniquement parlant, comme la loi ne reconnaît pas ce genre de choses, j'envoie une facture. Donc, aux yeux de la loi, il y a une prestation, un acte de vente ou de prestation de travail, il y a la TVA, il y a les impôts et les charges patronales, enfin il y a tout ça. Donc ça ne change pas aux yeux de la loi. Mais la relation humaine, en tant que telle, reste celle du don et de la bienveillance. Après, je pourrais répondre sur la question de payer les loyers, tout ça, si tu veux. Ben oui, vas-y. Alors, là se joue la confiance. Ça veut dire de sentir et de vouloir et de désirer le fait que, tiens, les charges finalement que je peux avoir, alors il y a des trucs classiques comme le loyer, j'ai aussi un fils, bon, aujourd'hui majeur, mais quand j'ai commencé, ça fait 9 ans, il avait 9 ans à l'époque, etc. Donc, il y avait aussi, bien sûr, l'élément familial qu'il fallait prendre en compte. Et puis, se nourrir, et puis pas simplement survivre, parce que souvent, les gens me demandent, mais comment fais-tu pour survivre? Alors, oui, d'accord. Ça constitue pas le pinacle de mon ambition. je veux vivre riche et pleinement. Et quand je dis riche, évidemment, je ne parle pas d'accumulation, mais donc dans la plénitude de l'être, dans la plénitude de la vie, ça constitue la vraie richesse. Et ça inclut bien sûr des choses comme la santé, se loger, se nourrir, mais plein d'autres choses également dans la capacité de créer, de s'exprimer, d'aimer, d'avoir un entourage humain extraordinaire, etc. Et je me considère aujourd'hui certainement comme un des hommes les plus riches que je puisse imaginer, donc plein de gratitude à ce niveau-là, sur toutes ces richesses. Alors maintenant, oui, il y a une confiance. Ça veut dire, tiens, si je loue quelque part, vais-je pouvoir payer le loyer? Eh bien, ça veut dire faire confiance sur le fait que oui, les dons vont arriver et vont permettre de faire que chaque mois, je peux payer le loyer. Et jusqu'à présent, depuis 9 ans, ça a fonctionné comme ça. Et avec des tas de belles histoires, notamment, enfin ça, je peux raconter une petite anecdote, je ne sais pas si ça Oui, vas-y. Quand j'ai commencé l'économie du don, j'ai voulu vraiment le faire de manière radicale. Ça veut dire, j'ai donné tout ce que je pouvais donner. Je vivais dans une maison avant. J'ai mis dans un box ce qui me restait et ce que je n'avais pas eu le temps de donner. J'ai clôturé mon compte en banque. Et donc, je n'avais pas de réserve, je n'ai pas hérité d'un grand-oncle quelque part qui aurait sécurisé les choses. Je n'avais que ce qui venait au jour le jour. Et les synchronicités ont très vite commencé à se mettre en place, des invitations ici ou là pour parler, pour donner des conférences, pour accompagner, etc. Et à chaque fois, des dons qui se faisaient, alors en espèces, logements, etc. Là, j'ai vraiment vécu pendant quelques années en tant que SDF, littéralement, sans domicile fixe, alors en voyageant dans différents endroits, en particulier les États-Unis, on me sollicitait beaucoup, en donnant des séminaires ici et là, des conférences, etc. Et puis, lorsque de plus en plus d'entreprises ont souhaité me solliciter pour les accompagner, en particulier des dirigeants d'entreprise, là, j'ai décidé de reprendre un compte en banque et de reformaliser mon statut social, en quelque sorte, d'abord par du portage salarial et puis après une entreprise. Mais voilà, pour pouvoir fonctionner avec des organisations de type entreprise, mais vraiment pour les aider elles, plus que pour m'aider moi. Alors, une anecdote assez sympa, dans cette première phase où je vivais vraiment au jour le jour, donc souvent ma visibilité ne déplaçait pas un jour ou deux, quand j'entends ma visibilité financière, alimentaire, logement, etc., littéralement au jour le jour. Et j'ai eu envie, à un moment, de vivre à Aix-en-Provence. Voilà, une ville plutôt quand même considérée comme pas les moins chères. Je pense que la vie à Aix-en-Provence coûte plus qu'au fin fond de la Creuse. Hein.
Et ben voilà, mais cette ville me plaisait, donc il y avait quelque chose d'assez juste par rapport à ça. Et voilà qu'on m'invite à New York pour rencontrer quelqu'un qui avait une entreprise de satellite et qui voulait mes conseils sur la stratégie, sur l'avenir, etc. Et on se retrouve à table à New York. Ce monsieur venait de Washington. Et quelques heures après, on discutait encore autour de cette table. Il dit, bon, il faut absolument qu'on se revoie. Et il vient me voir quelques semaines après sur Aix-en-Provence. Je logeais chez une amie. Et il me dit, ben voilà, avant qu'on fasse quelque chose ensemble, de manière tout à fait séparée, je t'offre un lieu de vie pendant 1 an et demi. Trouve-toi un appartement et je t'offre le loyer pour 1 an et demi. Voilà. Et ça, je n'ai pas calculé. On ne peut pas calculer ce qui se passe dans le cœur des gens, des êtres humains. Mais il y avait cette intention très claire de m'installer sur Aix. Et voilà. Et ça a eu lieu par un chemin complètement détourné de bienveillance. Voilà. Et je pourrais écrire un livre entier comme ça de choses qui arrivent de manière tout à fait détournée, parfois directement, parfois par des détours dont je peux pas tracer le parcours. Alors, je pense aux personnes qui nous écoutent, et surtout aux personnes qui m'interpellent sur ces questions. Et il y a beaucoup de gens, tu sais, qui sont pas comme nous, indépendants et qui sont salariés et qui voilà, ont un salaire et une vie qui finalement tourne autour de cette vie de salarié. Et qui, pour eux, là, je pense qu'ils se disent, moi, je suis loin de tout ça. J'ai pas les moyens finalement d'offrir ce que je suis parce que je suis pris dans un système en fait qui est le système en fait pyramidal, où en fait ils travaillent pour un patron, etc. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes pour commencer peut-être la première chose qu'ils peuvent faire pour au moins commencer à être dans cette dynamique-là. Est-ce que ça demande de changer complètement de vie, de s'extraire complètement du système? Enfin, c'est toutes ces questions, tu vois, qui sont un peu anxiogènes d'ailleurs pour beaucoup de gens. Alors déjà, moi, je ne crois pas trop au fait de s'extraire du système, parce que je pense plutôt à pousser sur un système. Tout nouvel écosystème, il pousse sur l'ancien. Il n'y a jamais un truc qui arrive comme ça par magie. L'évolution, elle se fait par l'émergence, par les chamboulements à partir d'un ancien système. Donc moi, je fonctionne avec le système. Je ne fonctionne pas dans le système. Je fonctionne en interaction avec le système. Et donc, il y a des choses encore assez classiques que je fais, il y a des choses moins classiques, mais je le fais forcément avec. Sinon, je vais effectivement m'isoler dans une grotte quelque part, ouais. Je me mets en méditation, et ça peut tout à fait représenter une voie tout à fait honorable pour certaines personnes. Donc là, j'ai choisi une voie évolutionnaire où, effectivement, je ne fonctionne plus suivant les codes sociaux, les normes du système, suivant l'ADN du système, mais pour autant, je continue à interagir. La meilleure métaphore que je puisse prendre touche à celle des explorateurs. Ça veut dire, ils vont dans un vaisseau spatial ou avant dans un vaisseau maritime et quittent le monde d'avant, mais ils le quittent avec une certaine technologie, ils vont revenir, ils communiquent, etc. Donc, ils vont explorer des nouveaux confins. Ils ont beaucoup de moments de solitude et d'aventure et ils peuvent y rester. Il faut rester très clair sur le fait qu'on fonctionne sans filet et sans assurance. Il faut rester clair là-dessus. Mais il y a ce lien d'explorateur. Donc, j'ai beaucoup plus ce lien-là que de m'extraire comme si on allait devenir isolé dans son coin. Il faut rester clair là-dessus. Ça pourrait être… est-ce qu'on pourrait utiliser le terme… Parce qu'il y a des gens qui m'ont parlé d'hybride. Ils fonctionnent en hybride, c'est-à-dire ils fonctionnent et dans le système et en essayant aussi d'être au moins dans l'économie du partage. Oui, peu importe les mots qu'on met. En tout cas, je me sens clair sur un ensemble de choix que j'ai posés. Là, on parle de l'économie du don, et puis il y en a plein d'autres. Il y en a sur l'alimentation, sur les codes sociaux, sur la langue. Enfin, il y a plein de choses, plein de thèmes. Et pour l'économie du don, je l'assume pleinement. Par exemple, j'utilise encore de l'argent, même si je fais partie des grands critiques de l'argent et des limitations de l'argent. Mais je sais que je quitterai l'argent lorsque j'aurais pu, avec d'autres, contribuer à la création d'une infrastructure, donc des monnaies libres. Et là, effectivement, je quitterai sans aucun regret l'argent. Mais pour l'instant, l'argent permet de fonctionner, on va dire, donne un bénéfice et des leviers
que je n'aurais pas si je quittais complètement l'argent. Je connais des gens qui ont complètement quitté l'argent, mais là, ça leur occupe 200% de leur temps. Ils ne font rien d'autre que cette aventure-là. Il n'y en a pas d'autre à côté. Voilà, donc il y a un choix de dire, ben voilà, je l'utilise encore parce que ça permet de mener différents fronts. Alors maintenant, sur la question de, tiens, voilà, j'ai une vie de salarié, comment je fais pour m'extraire ou évoluer, etc. Faut déjà se poser la question. On a le droit de se sentir très heureux dans une vie de salarié. Déjà, il n'y a pas de bien ou de mal. Maintenant, si on se sent mal, si on sent qu'on a une chaîne autour du cou ou un anneau dans le nez, qu'effectivement ça nous aliène, etc., déjà se demander, en fait, avec qui on travaille. Déjà, première chose, ai-je envie de travailler? Y a-t-il un alignement, on va dire, entre mon être, mes valeurs profondes, ma vision du monde, et puis l'organisation dans laquelle je travaille, indépendamment déjà du contrat. Si, par exemple, on se dit, voilà, si j'avais de mon côté une fortune, un accès illimité à l'argent, ferais-je ce que je fais aujourd'hui? Voilà la première question qu'on peut se poser. Si on dit non, je ne ferai pas ce que je fais aujourd'hui, là, on a des réponses, effectivement, qu'on peut commencer à trouver. Première chose. Donc, pour moi, ça relève de la première question. Je fais oui ou non quelque chose par dépendance. Donc, ai-je oui ou non une relation, plus ou moins, d'esclave ou de prostitution? Et je le dis sans jugement de valeur, parce qu'on se prostitue tous plus ou moins les uns les autres. Ça veut dire le moment où on va mettre à disposition de quelqu'un d'autre son corps, son intelligence, son être, contre une richesse en retour, en argent ou autre chose. Mais ça va pas à l'encontre, ça va à l'encontre de notre être, ça n'honore pas notre être. Donc là, on peut parler d'une forme de prostitution. Je l'entends au sens large du terme, et je n'ai pas de jugement de valeur. Je veux bien rester clair là-dessus. Si on se dit, OK, ça ne me convient plus, ça ne me convient pas ce genre de choses, donc comment puis-je sortir? Alors, il y a plusieurs étapes. On peut le faire d'un coup. Moi, j'ai plutôt ce côté-là assez radical. Mais il y a des étapes. On peut par exemple dire à une entreprise, tiens, pourquoi ne fonctionnerions-nous pas, par exemple, sur, allez, on garde un petit salaire minimal, mais le reste, maintenant, je vais rentrer dans une relation avec l'entreprise où je vais avoir beaucoup plus de liberté pour composer, pour faire des choses qui me semblent justes pour l'entreprise, pour offrir de la valeur à l'entreprise, sur des choses qu'elle me demande aussi, bien entendu. Mais là, ça se base dans une relation d'absolu volontariat. Et l'entreprise me donnera ce dont elle a envie. On peut faire en intermédiaire. On peut dire, tiens, je divise mon salaire par 2, par exemple. Et déjà, le contrat social, il a commencé à changer là. Parce que là, il y a quelque chose de, tiens, il y a quoi que moi, en tant que personne qui travaille, non plus pour l'entreprise, mais avec l'entreprise. Oui. Déjà, on a changé le truc. Je travaille avec. Nous allons co-créer ensemble. Dis-moi, si tu représentes l'entreprise, dis-moi ce dont tu as envie, et je vais voir si je peux te l'offrir. Je t'offrirai ni plus ni moins. Il faut rester clair. Je pourrais revenir là-dessus, sur ce terme aussi, sur cette expérience qu'il ne faut pas suroffrir non plus. Donc voilà, je vais t'offrir quelque chose, si je peux te l'offrir, que tu me demandes. Et toi, entreprise, composée évidemment de personnes, si tu te sens par le cœur l'envie de m'offrir quelque chose ou d'offrir quelque chose à d'autres, si on veut aller dans le côté radical, fais-le. Voilà. Donc, on peut y aller de manière graduelle. On peut comme ça apprendre le mode d'apprentissage. Et ça change complètement déjà le contrat social qui se met en place. Ce que j'entends là, en fait, c'est que tu interpelles la personne sur la manière dont elle va interagir en fait dans la vie, qu'elle se questionne en fait sur ce qu'elle a envie et puis qu'elle mette en place éventuellement des étapes pour vivre la vie telle qu'elle a envie de la mener, en collaboration avec ce qu'elle peut faire autour d'elle en fait. Alors il y a une personne qui a fait un commentaire, je ne sais pas si tu vois le commentaire. Je vois les commentaires. Oui. Voilà. Elle dit « Les mots sont importants. La collaboration apolitique avec un système qui peut continuer à détruire sans remise en question de ses principes de fonctionnement est loin d'être neutre. » Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je vais répondre là-dessus, puis aussi à Sophie qui a mis un premier commentaire. Oui. Je répondrai après si tu veux bien. Oui. Alors, sur Sullivan. Oui, merci Sullivan de ce commentaire. Alors, première chose, les mots, l'importance des mots, mais absolument. Et ça constitue mon premier apprentissage parce que j'ai vu que nous avons des centaines, peut-être même des milliers de mots pour parler de l'économie de marché. Tout le monde du salariat, le monde de la finance, de la microfinance, de la haute finance,
la politique, etc., il y a des mots extrêmement techniques pour aller dans les moindres recoins du monde de l'argent et donc du monde de l'économie de marché. Quand on va dans l'économie du don, on a 5-6 mots un peu bisounours, un peu flous, qui ne veulent pas dire grand-chose. Et alors qu'en tant que système social, techniquement parlant, il s'agit d'un système social plus élaboré encore que l'économie de marché. Ça engage beaucoup plus de multiniveaux, de processus relationnels, de complexité du contrat social, de représentation des richesses, etc. Ça demande énormément de connaissances, on va dire, techniques. Il y a une technicité, une ingénierie de l'économie du don, mais on se trouve un petit peu comme au début de l'aviation. Je pense que les gens qui ont fait ces premiers coucous volants n'avaient pas des mots pour parler de l'aéronautique, pour parler de tout ce langage précis qu'il a fallu pour construire des avions. Aujourd'hui, on fait des avions de ligne extraordinaires. Eh bien, je pense que pour l'économie du don, on se trouve un petit peu là-dedans. Ça veut dire, certes, on la pratique depuis la nuit des temps, mais de façon tout à fait empirique et verbale, mais on n'a pas encore tellement théorisé les choses. Donc, il faut des mots précis. Par exemple, j'ai appris à bannir le mot gratuit. Le mot gratuit, il fait partie de l'économie de marché. C'est-à-dire que des choses soient payantes, soient gratuites. Mais dans le don, il n'y a ni du payant, ni du gratuit. Il y a le don, tout simplement. Et le don, ça se fait dans des conditions particulières. Donc, je peux revenir dessus. Donc, il y a plein de mots précis. Dans l'économie du don, je ne me fais pas rémunérer. Il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas de contre-don. Et j'en reviens justement à Marcel Mauss, qui a parlé effectivement du don et contre-don. J'admire une partie du travail de Marcel Mauss, et par l'expérience, je ne me retrouve pas aussi dans certaines des choses. Il a exploré effectivement certains milieux, certaines tribus, certains codes, effectivement, où le don et le contre-don fait partie de rituels et fait partie de modes de société. Et il y a aussi plein de cas où il n'y a pas de contre-don. Par exemple, je peux aller donner mon sang. Voilà un extraordinaire espace d'économie du don, tout à fait codifié. Je donne une certaine quantité, à certaines fréquences. Ça reste anonyme et gratuit, entre guillemets, et je ne demande pas de contrepartie. Donc, il y a des tas de moments où on peut recevoir quelque chose ou donner quelque chose, il n'y a pas du tout de contre-don mis en place. Donc ça, je pense qu'il y a un petit peu une sorte de projection de l'économie de marché en se disant, mais comment peut-on donner quelque chose s'il n'y a pas un contre-don quelque part, une sorte de dette attachée? Ça peut, mais il y a aussi énormément de choses où on voit des gens qui donnent des choses extraordinaires de leur temps, par exemple dans des ONG, de leurs affaires pour aider des réfugiés, des gens dans le besoin, et n'attendent rien en retour. Il n'y a pas du tout d'attente de reconnaissance, de contre-don matériel, des choses comme ça. Et on le fait tous. Donc voilà, il ne faut pas négliger cet aspect-là qui s'avère vraiment important. Alors maintenant, pour finir sur ce que dit Sullivan, voilà, la collaboration en politique avec un système qui peut continuer à détruire sans remise en question de ses principes et de fonctionnement est loin d'être neutre. Absolument. Et raison pour laquelle, pour moi, dans l'économie du don, il y a une véritable expérience d'affranchissement, puisque je ne travaille plus pour quiconque, mais je travaille avec des gens. Donc ça veut dire que je choisis les personnes, les contextes, les organisations avec lesquelles je fais quelque chose. Ça ne veut pas dire que toutes les organisations avec lesquelles je travaille représentent des modèles de vertu. Mais je me sens... D'abord, les organisations en tant que telles n'existent pas. Les personnes existent. Donc, je travaille avec des gens. Et si je sens que dans un projet donné, il y a moyen de progresser, de faire des pas en avant, alors oui, ça peut s'avérer intéressant. Voilà. Donc, je travaille avec certaines entreprises. Ça ne veut rien dire, parce que ces entreprises, je n'ai aucun amour particulier pour elles. Je trouve qu'elles ne font pas forcément des trucs très beaux. Mais elles peuvent évoluer. Moi-même, j'ai évolué en tant qu'être humain. J'ai fait des trucs pas géniaux dans ma vie. J'ai su évoluer, j'ai pu grandir. Donc, pourquoi une organisation ne pourrait pas aussi elle-même le faire? Voilà un petit peu mon approche là-dessus. Oui, ce qui veut dire, enfin, on en revient à ce que tu disais au début, c'est-à-dire que tu choisis en fait aussi les gens avec qui tu travailles. Tu demandes à savoir, parce que sinon tu vendrais juste des prestations, et alors que là, tu poses la question tu rencontres les gens en fait avant d'accepter de donner quelque chose. Il y a Sophie qui a remis quelque chose là. L'anonymat du don d'organes, par exemple, préserve le bénéficiaire de la gêne liée à la dette attachée au don reçu. Cette gêne est théorisée par Mauss à travers la notion de mana. Ouh là là, mais nous avons droit à une experte là. Donc, je ne sais pas si tu veux répondre à ce commentaire.
Oui, Sophie, merci d'apporter ça. Je trouve ça absolument très juste. Et là, ça constitue un des aspects que j'aime beaucoup dans le travail de Mauss, Marcel Mauss. Et voilà, oui, le don du sang, ou le don d'organes, le côté anonyme, justement, effectivement, ça nous préserve d'un sentiment de dette. Après, on peut aussi apprendre à dissocier la notion de dette et la notion de gratitude. Alors, je peux par exemple avoir reçu un organe, une cornée ou quelque chose comme ça, donc effectivement d'une personne décédée qui a fait un don extraordinaire de ces organes et ressentir de la gratitude. Ça ne veut pas dire que je me sens en dette vis-à-vis de cette personne. Ça fait toute la différence entre la gratitude et la dette. La gratitude, on a envie de la manifester. Et on peut la manifester en retour d'une personne si on la connaît. Voilà, tu m'as aidé à un moment de ma vie, j'ai de la gratitude, je peux t'inviter à un resto, ou alors un jour tu peux avoir besoin d'aide et vraiment tu pourras compter sur moi. Là, c'est gratitude. Je ne me sens pas nécessairement en dette. Et puis la gratitude, elle peut aller dans d'autres directions. Quand on fait l'expérience de la bonté de l'humain, de comment il peut nous aider, comment d'autres peuvent nous aider, mais on a tellement envie de pouvoir donner ça à son tour à d'autres. Et donc, on ne peut pas vraiment parler de contre-don là, ou de retour vers ou de dette. Alors, il y a des nuances subtiles. Je ne dis pas qu'il y a l'une ou l'autre. Hein, par exemple, on peut avoir dans des expressions, on peut dire, bah, tiens, j'ai envie de payer ma dette, on m'a aidé un jour, j'ai envie de payer, je me sens une dette vis-à-vis de la société, j'ai envie de rendre à la société, on l'entend souvent ça. Donc il y a un petit peu du flou justement dans les mots, mais je trouve ça intéressant de voir que, bah, tiens, maintenant, si on est vraiment dans l'ingénierie du don et se questionner, se dire, tiens, et si on se mettait maintenant à faire des sociétés entières, des sociétés humaines entières à large échelle qui fonctionnent sur le don, là, il faudrait qu'on se mette à avoir des mots assez précis parce que ça va demander des institutions, des technologies, de l'ingénierie sociale et des mots qui définissent de manière claire et précise ce que l'on fait, tout comme on le fait déjà dans l'économie de marché. On a des mots très clairs et très précis dans l'économie de marché. Il les faudra aussi dans le monde de l'économie du don. Merci Jean-François. Alors, aujourd'hui, on parle de plus en plus dans les milieux de la transition du revenu universel, ou revenu de base. Est-ce que, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que ça pourrait aider à détendre les gens sur cette question de l'argent et qui seraient peut-être plus en mesure s'ils avaient un revenu de base de pouvoir après être plus en sécurité pour donner ou rentrer dans ces systèmes-là. Est-ce que toi tu trouves que ça pourrait aider à déployer plus l'économie du don? Alors, tu sais, beaucoup de gens qui connaissent savent la critique que j'ai du système argent. Donc, je reste dans cette critique du système argent, puisque de toute façon, peu importe les modes opératoires qu'on utilisera, on finira toujours avec des oligarchies, hein, cette fameuse loi de la condensation de la monnaie. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Maintenant, ceci dit, si nous continuons, tant que nous continuerons dans le système argent classique, la notion d'un revenu de base ou universel me semble absolument indispensable. Et après, je vais préciser aussi là-dessus. Et déjà, on le voit parce que souvent, on pointe du doigt le côté chômeur qui branle rien, qui fout rien, qui profite du système, etc. Moi, je vois surtout des gens qui peuvent avoir un chômage ou une retraite et qui font des trucs extraordinaires, qui offrent une valeur à la société absolument incroyable. Donc déjà, je veux dire, la preuve, on l'a. On n'a pas besoin de la chercher, elle existe en tant que telle. Ensuite, il y a une réflexion à savoir si on fait revenu de base, revenu universel, etc. Dans tous les cas, ça reste, il y a une sorte de rareté inhérente à ça. Ça veut dire de quoi survivre, en gros, de quoi se nourrir et se loger, on va dire, les besoins de base de la pyramide. Oui, les besoins de base. Ouais. Voilà. Et on ne fait pas grand-chose avec uniquement les besoins de base. Si je dois passer mon temps à agir pour maintenir mes besoins de base, ça a un côté un petit peu difficile. Donc, je pense qu'on a une réflexion peut-être un petit peu plus poussée à faire quelque chose, alors que j'ai fait beaucoup dans mes séminaires passés, ce que j'appelais le revenu d'être. Ça veut dire de questionner ce que ton être désire. On faisait cet exercice-là, donc déjà de dire, voilà, on oublie les contingences de l'argent. Si tu n'avais aucun problème d'argent, tu ferais quoi de plus essentiel pour ton être?
Ouais. On entend très rarement des gens dire je m'achèterais un palace, j'aurais des robinets en or et puis je collectionnerais les voitures anciennes, bon, les Lamborghini ou je sais pas quoi. On peut, ceci dit, s'il y a quelques personnes qui le font, je ne pense pas que ça fasse grand mal. Pourquoi pas? Je veux dire, il faut tout pour faire un monde, et puis il peut y avoir un certain côté assez sympa de développer de l'art et de collectionner les voitures, pourquoi pas. Mais l'essentiel des gens vont chercher ce qui les met en joie, profondément en joie. Donc des gens vont dire, ben moi je ferai, je sais pas, un tour du monde à la voile, moi je construirai des centres d'éducation pour les enfants défavorisés, moi je m'occuperai des personnes âgées, moi je ferai de la permaculture, moi je me lancerai dans la politique, etc. Donc des gens qui vont trouver ce qui fait profondément sens pour leur vie. Et ensuite je leur demandais, ok, si maintenant on le retranscrit en termes d'argent, combien ça nécessiterait par mois pour remplir ta mission de vie? Et rien que cet exercice-là, je trouve très intéressant. Donc, bien sûr, se loger, se nourrir, etc. Mais voilà, alors il y a une personne qui pourrait dire, ben voilà, moi, ma grande joie consiste à organiser des concerts, des méga concerts internationaux. Et il me faut 100 000 euros par mois ou 1 million d'euros par mois. Ok, noté. Voilà. Une autre personne va dire, moi, je me sens super heureux d'un petit potager dans un coin de nature. Et franchement, avec 100 euros par mois, tout va très bien. Ok, noté. Il n'y a pas de jugement à avoir. Il y a juste se connecter à sa mission de vie et se dire, voilà, quel flux financier vous intéresse. Donc, je me sens plus intéressé dans une réflexion comme ça. Ça veut dire de pouvoir donner aux gens quelque chose qui correspond à leur capacité. Alors, pas n'importe comment, parce qu'après, on peut le valider en pair à pair, éviter... il y a des ajustements, des boucles de rétroaction. Je ne vais pas me mettre à dire, tiens, j'ai besoin d'1 million par mois parce que je veux faire le truc qui me plaise. On peut monter en charge, on peut, etc. Il y a des mécanismes de validation en pair à pair qui peuvent se faire. Et je trouve beaucoup plus intéressant de penser le contrat social dans ces termes-là qu'un revenu uniquement basé sur la survie. Alors, ceci dit, déjà commencer par effectivement un revenu, alors qu'on appelle, je préfère universel plutôt que de base, parce que de base, on a vraiment un revenu universel me semble de toute façon incontournable. Et je finis là-dessus. Incontournable notamment parce que on a déjà depuis longtemps fait notre sortie du paradigme industriel. Ça veut dire de rémunérer sur de la production de biens ou de services. Ça marche plus, ça. Donc, il y a une dissociation qu'on doit faire entre la rémunération et la partie productiviste, on va dire l'idéologie productiviste de la société qui nous vient de la société industrielle. Tant qu'on passait tant d'heures sur telle ou telle machine-outil ou à vendre telle ou telle chose, on pouvait indexer ces choses-là. Maintenant, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les machines, etc., les processus de vente, les processus de production se trouvent largement découplés de l'action individuelle des gens. Donc, il y a de la création de valeur qui se fait, alors qu'il n'y a pas nécessairement une quantification possible du travail ou de la valeur humaine en tant que telle. Donc, on a besoin de toute façon de dissocier ça. On ne peut pas faire autrement. Sinon, on se dirige vers des élites qui gagnent des sommes considérables et puis des classes sociales défavorisées qui vont toucher rien du tout. Et des dystopies qui en parlent très bien. D'accord. Il y a Sullivan qui nous dit « L'évolution d'un humain et d'une organisation avec des intérêts privés, des principes de fonctionnement institutionnalisés, une inertie organisationnelle, des dividendes, des aides d'État, un positionnement sur les marchés publics comme privés, l'organisation ou non d'une évasion fiscale semble difficile à comparer. Le contre-don peut par exemple être une image positive par certains aspects pour l'entreprise permettant la continuité d'une activité mortifère, voire criminelle, pillante. » Voilà. Donc, Sullivan, elle est toujours en train de nous interpeller sur une espèce de complicité en fait déguisée. C'est ça en fait par rapport au système. Et on revient toujours sur cette histoire de est-ce qu'on peut vraiment s'extraire, comme tu dis, il y a des gens qui se sont complètement. Mais comment ils font concrètement ces gens qui se sont extraits Enfin, moi, ça me questionne quoi. Parce que c'est quand même comme tu dis. Enfin. Là, j'ai écouté, il y a Mathieu Despont qui est un Suisse qui travaille sur cette pédagogie de la monnaie pour nous expliquer d'où ça vient, comment le système bancaire
est en fait un espèce de système bancaire, enfin un système escroc en fait. Mais pour autant, il n'a pas tellement de solutions pour faire autrement. En fait, c'est ça en fait. Les gens disent ok, très bien, super. Mais comment on fait quoi? Parce que on est un peu pris dans un système. On est un peu voilà. On essaye en plus ou moins avec des chemins personnels de dessiner, comme tu dis, notre chemin de vie en fonction de d'autres repères et d'autres valeurs, mais voilà, c'est compliqué. Toi, tu dis toi-même, tu travailles avec des gens plus qu'avec des entreprises, mais ces gens eux-mêmes, tu l'as dit dans l'interview que tu as accepté de m'offrir, finalement, tu travailles avec des gens qui eux-mêmes, en tant que même dirigeants, sont en questionnement existentiel aussi sur tout ça. Le système, en fait, est-ce qu'il n'est pas plus fort que les êtres humains? Alors moi, je me refuse un quelconque fatalisme là-dessus, et raison pour laquelle là, on dépasse le cadre de l'économie du don sur cette question, à savoir le système en tant que tel, parce que le système fonctionne sur l'argent et sur l'économie de marché, et avec effectivement une règle du jeu, on va dire celle du Monopoly, imposée de quelques-uns à tous. Règle du jeu opaque, avec des gens au-dessus des lois, contre pour lequel j'ai évidemment aucun amour, même si j'en fais partie, parce que ça fait comme par exemple si on vit dans des sociétés esclavagistes, on ne peut pas tout d'un coup s'extraire de tout, il y aura toujours du travail d'esclave quelque part, etc. Et toujours, chaque fois que j'ai 1 euro dans la main, il y a du sang dedans, il y a de la pollution dedans, il y a de la corruption dedans, etc. Donc de toute façon, ce système-là, aujourd'hui, se voit unique et imposé de quelques-uns à tous. Il s'agit d'en sortir. Alors, pour en sortir, là, ça ne se joue pas tellement sur la question du don ou pas du don, ça se joue en fait de faire d'autres systèmes monétaires. Raison pour laquelle, déjà, il ne faut pas confondre la création monétaire et la création de l'argent. Il faut apprendre à dissocier la question de monnaie, de créer d'autres systèmes monétaires, et là, on entre dans la question des monnaies libres et de sortir de l'argent en tant que tel, qui constitue une forme de monnaie parmi des milliards d'autres formes qu'on peut imaginer et co-créer ensemble. Pour ça, j'ai donné notamment ces dernières semaines pendant le confinement des lives évolutionnaires qu'on peut voir sur ma chaîne YouTube et où j'ai tenté, alors de manière limitée dans le temps, mais ça va déjà vous donner des idées, d'expliquer ce qu'on appelle par exemple les richesses intégrales, ce qu'on appelle l'argent rare, ce qu'on appelle les monnaies libres, comment construire une constellation monétaire, comment faire un bilan richesse, etc. Donc on a abordé différents thèmes. Ça veut dire quoi? Du crédit mutuel, une monnaie de crédit mutuel, etc. Donc on a abordé différents thèmes, et surtout pour dire que des infrastructures aujourd'hui technologiques se trouvent en cours de création pour que dans les années qui viennent, les citoyens, les citoyennes qui le désirent, les gens qui le désirent, puissent constituer des circuits économiques qui ne fonctionneront plus avec l'argent classique, qui n'auront plus besoin des banques, qui n'auront plus besoin de l'État, qui vont pouvoir donc fonctionner de manière autonome et avec les degrés d'interaction qu'ils veulent évidemment avec l'économie classique ou avec d'autres écosystèmes économiques. Là, on entre dans tout le thème des monnaies libres. Et on va voir des écosystèmes se construire sur de l'économie de marché classique, mais avec des monnaies beaucoup plus vertueuses et beaucoup plus transparentes que l'argent et le système bancaire ou le système étatique aujourd'hui. On va voir aussi des écosystèmes économiques se construire sur de l'économie du don à grande échelle, ou des systèmes hybrides, un petit peu économie du don, un petit peu économie de marché. Et tout ça, ça arrive. Et ça me semble très encourageant. Ça veut dire que demain, quand je dis demain, je parle des quelques années qui viennent, toi, moi, chacun va avoir le choix de se dire, OK, je peux continuer à jouer dans l'économie classique, opaque, corrompue, etc. Mais je peux aussi commencer à m'engager dans d'autres systèmes économiques qui vont fonctionner avec d'autres monnaies qu'on appelle des monnaies libres et participer au collectif et contribuer aussi avec de l'impôt, ça veut dire de l'impôt pour le collectif, donc la contribution au collectif, on aura toujours besoin de ce genre de choses, mais dans un cadre beaucoup plus transparent, beaucoup plus éthique et social et écologique que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Je trouve ça d'ailleurs intéressant, ça fait 20 ans que je le dis, et l'écologie commence à peine, la pensée écologique commence à peine à comprendre le lien entre design monétaire et les questions écologiques. Mais ça vient, ils vont y arriver un jour. Tu peux préciser ça? Qu'est-ce que tu appelles... c'est quoi le lien entre design monétaire et écologie?
Si j'utilise l'argent, ce qu'on appelle techniquement une monnaie rare, à partir du moment où j'ai une monnaie dite rare, il y a tout qui va m'encourager à créer des produits et des services dont la seule fonction consiste à la capter, cette monnaie. Ouais. Première conséquence, d'accord? Donc, je vais créer du besoin. Je vais te vendre ce dentifrice 8 couleurs qu'il te faut absolument, sinon tu ne pourras jamais vivre heureux. Je vais te vendre cette voiture de rêve, voilà, toutes ces choses. Et la seule fonctionnalité dans toute la chaîne de création consiste à créer un mécanisme captif d'argent rare. Donc déjà, ça génère le consumérisme. Oui. Et derrière le consumérisme, ça génère aussi une société du mensonge. Autre dommage collatéral, il y a tout dans un système de monnaie rare qui m'encourage aux externalités négatives. Puisque j'ai une monnaie rare, je dois évidemment optimiser mes coûts. Comment j'optimise mes coûts et mes dépenses? Eh bien, en reportant les coûts sur d'autres, ce qu'on appelle les externalités négatives. C'est-à-dire en faisant travailler des enfants ou des gens avec des salaires de misère ailleurs, ça ne me concerne pas. En polluant ailleurs, je ne vais pas inclure dans mes coûts le fait de rétablir les écosystèmes, de faire une eau propre, une atmosphère propre, de faire que des gens aillent mieux, etc. Donc tous ces coûts-là, je vais les externaliser. On parle des externalités négatives. Donc il y a tout qui encourage à créer de l'externalité négative. Les lois, le système monétaire, tout y encourage aujourd'hui. Donc évidemment, on a les conséquences de ça, on les connaît aujourd'hui. Le design monétaire fait qu'on peut créer, alors je ne vais pas refaire des semaines et des semaines de live, vous pouvez les voir, mais en quelques mots… Allez voir les lives de Jean-François sur sa chaîne YouTube. Voilà. Placement produit. Mais en tout cas, on peut faire des monnaies qui vont représenter déjà des richesses autres que ce qui s'achète et se vend. Une biodiversité, on ne peut pas l'exprimer en argent, mais on peut créer des monnaies qui représentent ça et que nous allons prendre en compte dans nos flux économiques. Une biodiversité, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les niveaux d'éducation, etc., les niveaux de santé. Toutes ces richesses-là, on ne peut pas les projeter sur l'échelle argent. On a besoin donc de systèmes multidimensionnels de représentation des richesses. Et le terme monnaie, en anglais currency, ça veut dire en fait voir les richesses. Ça veut dire permettre de prendre en compte les richesses multidimensionnelles et de les intégrer dans notre économie. Et pour les monnaies qui servent à acheter et vendre, pour l'échange, eh bien, on peut les lier à des monnaies autres, donc par exemple de biodiversité. Ça veut dire s'assurer que si toi et moi, il y a un flux dans une monnaie d'échange, ça active aussi une monnaie qui fait que ça va augmenter la biodiversité. On peut créer des algorithmes qui s'assurent qu'on ne peut faire la transaction que si et seulement si. À côté de ça, ça crée de la richesse, par exemple, en biodiversité. Et si et seulement si, cette transaction, ou des milliers de transactions que d'autres agents du système vont se faire, ça va améliorer la qualité de l'air, ou la qualité de l'eau, ou la qualité de l'éducation, etc. C'est-à-dire de contraindre les transactions à partir du moment où on s'assure que ça génère d'autres richesses. Et d'autres richesses vont s'exprimer dans d'autres formes de monnaie. Et là, on parle des monnaies libres. Voilà. Tant qu'on ne fera pas ça, ben, on continuera à faire des externalités négatives jusqu'à ce qu'on puisse plus. Un jour, on ne pourra plus. Ouais. Est-ce que ce dont tu parles, c'est, je dirais, la version high-tech de la monnaie locale où on essaye d'organiser justement des échanges de richesses sur une localité, mais là, toi, c'est une vision plus globale? Ça va bien au-delà de ça. Alors, les monnaies globales, les monnaies locales, elles ont pour seule et unique fonction, effectivement, de dynamiser une économie locale. Ce qui fait du bien déjà. Hein. Ça veut dire, effectivement, les euros, de toute façon, ils se barrent ailleurs. On va faire quelque chose qui, au moins, reste sur notre territoire. On ne peut pas le dépenser ailleurs que sur notre territoire. Voilà leur fonction. Et tant mieux, elles existent. Mais une monnaie locale, si elle ne sert qu'à l'échange, elle ne se soucie pas forcément de l'écologie locale. Elle peut quand même continuer à créer des riches et des pauvres de manière locale. Et puis, d'autre part, je peux faire un truc très, très bien sur un plan local, mais ça peut avoir des effets négatifs ailleurs. Donc, ça ne prend pas en compte aussi ces choses-là. Hein, donc, on a une réflexion bien plus importante que la question locale, surtout dans un monde où il y a 8 milliards, et bientôt 10 et 15, peut-être 20, j'en sais rien, milliards d'êtres humains, de toute façon, et surtout ultra connectés. Maintenant, ce que je fais localement a une application ailleurs et vice-versa. Par exemple, le fait de boire du lait, voilà, je m'achète mon pack de lait ou je mange mon fromage ici, eh bien, ça déforeste l'Amazonie. Pourquoi? Parce qu'on y plante du soja pour nourrir les bêtes, puisque
l'immense majorité du soja planté va non pas pour les humains, mais pour nourrir les animaux, etc., les animaux d'élevage. Donc, voilà, il y a tout de connecté dans tout, et le système argent rare ne permettra pas effectivement de faire cette transition. Alors, on dépasse les cadres d'économie du don. Hein. Ouais, c'est ça le problème. Ça, c'est mon problème, je me disperse. Bon, il y a encore Sullivan qui parle, qui nous interpelle sur l'économie bleue. Alors, je ne sais pas si là encore on sort largement de l'économie du don. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça d'ailleurs économie du don? Ben parce que finalement, quand les richesses vont de A à B, d'une personne A à une personne B, ça vient d'un don, tout simplement. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas A qui a acheté à B, il n'y a pas A qui a volé à B, il n'y a pas A qui a pris à B, comme ça. Non, il y a A qui a donné à B et B qui a reçu de A par un acte de don. Voilà ce qu'on appelle l'économie du don. Et ce qu'on connaît très bien, puisqu'on se fait ça, on vit comme ça en micro-société, dans notre famille, etc. On donne et on reçoit en fonction de nos envies, nos besoins, des circonstances, etc. Voilà. Donc techniquement, on appelle ça l'économie du don. Elle n'a pas besoin d'une monnaie. Elle n'a pas besoin d'une monnaie, en fait, à la base, cette économie-là. Alors, la question d'avoir besoin d'une monnaie ne se joue pas sur économie du don ou pas du don. En fait, elle se joue sur la taille. Tant qu'on reste entre micro-sociétés, on peut même faire une économie de marché, on va la faire en troc. On peut dire, voilà, la condition de contrepartie. Ok, je te donne 1 heure de mon temps, mais toi, tu me dois 1 heure de ton temps aussi. Hein. Donc, et on se fait ça en micro-société. On pourrait faire une économie de marché en micro-société. Et on peut faire aussi, on a plus cette facilité à faire de l'économie du don parce que les richesses circulent beaucoup mieux. Maintenant, pourquoi on n'a pas fait d'économie du don à grande échelle? Parce que justement, c'est un côté beaucoup plus complexe. Le côté génial de l'économie de marché, ce qui fait qu'on a pu faire des civilisations entières, c'est-à-dire des millions de personnes qui fonctionnent ensemble, qui collaborent ensemble, eh bien, tient au fait qu'on va solder immédiatement par une contrepartie financière la plupart du temps, parce qu'effectivement, les euros que je vais recevoir de toi, je peux les dépenser ailleurs. Donc, quelque chose de génial sur les monnaies dites d'échange. Hein. Donc, voilà l'intérêt. Mais on peut créer des monnaies qui vont servir pour de l'économie du don. Ça veut dire des monnaies qui vont représenter les dons qu'on a faits ici ou là. Ça veut dire que ça va donner un nombre, une quantification sur certains dons. Ça ne veut pas dire que je la reçois en échange, en fait, ça veut dire qu'elle va avec le flux. Donc, par exemple, auparavant, je t'aurais dit, tiens, je t'achète ta voiture contre 5 000 euros, donc la voiture va vers toi et 5 000 euros viennent vers moi. Donc, ça marche par la condition de réciprocité. Et bien là, on va dire, voilà ma voiture qui vaut 5 000 sols, par exemple, on invente une monnaie qu'on va appeler sol, hein, et voici 5 000 sols. Donc, ça représente le don que tu as reçu. D'accord. Ça chamboule complètement notre... Et donc, il y a une quantification possible des dons qui circulent comme ça. D'autre part, dans une économie du don, il faut savoir aussi à qui on donne. Par exemple, on peut imaginer le système de contribution, c'est ce qu'on appelle l'impôt. C'est une mauvaise presse, l'impôt, mais l'impôt, ça représente dans l'absolu quelque chose de magnifique. Ça veut dire de contribuer au collectif pour que le collectif puisse à son tour nous aider. Ça veut dire pour créer les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, etc. Il y a quelque chose de très beau. Moi, j'adorerais vivre dans un monde où je célèbre chaque jour, enfin, le moment où j'ai l'opportunité de donner par gratitude. Pour le bien commun. Voilà, pour le bien commun. Mais il faudrait qu'il y ait de la transparence, etc. Donc, dans une société à laquelle j'aimerais vraiment participer, il y aurait plusieurs choses. Il y aurait déjà, OK, on a convenu qu'à minima, toi, Jean-François, tu dois donner tant, voilà le minimum quand même qu'on demande pour les infrastructures. Donc, il y a peut-être une partie obligée. Et à toi de décider où tu vas le donner. Tu veux le donner à l'éducation, tu veux le donner à la santé, tu veux le donner aux infrastructures, tu veux le donner à la défense, tu veux le donner, voilà, il y a plein de domaines, au transport, à l'énergie, à la recherche, etc. Donc déjà que je puisse en toute transparence décider où je le donne. Maintenant, je peux dire, tiens, j'ai envie de donner à l'éducation. Ah ben oui, mais déjà, il y a plein de gens qui ont donné là. Bon, ben ok, donc j'ai une boucle de rétroaction, holoctisme, et je dis, ben tiens, ben ok, j'ai vu, s'il y a transparence là-dessus, ça va sur l'éducation, bon ben tiens, je vais donner par exemple à la recherche. Ok, donc j'ai le choix. Et puis non seulement il y aurait ce noyau-là,
Mais je pourrais dire, et ben voilà, puis j'ai aussi envie de contribuer plus encore sur des domaines de la société. Alors on le fait aujourd'hui, par exemple, en donnant à des associations. Hein, mais on pourrait aussi avoir le choix de dire, ben voilà, j'ai envie de donner à tel et tel et tel projet ou organisation. Donc on peut très bien fonctionner, aujourd'hui, on a les moyens de faire des sociétés à grande échelle qui fonctionnent sur l'économie du don. Mais ça demande un changement d'état d'esprit. Ça peut énormément chambouler au début. Quand on se dit, par exemple, voilà, donner un objet et donner la somme, en quelque sorte, qui correspond à cet objet. C'est-à-dire, au lieu de l'échange objet contre une somme de monnaie, il s'agit de donner l'objet avec la somme qui correspond, ce qui permet de quantifier la quantité, en quelque sorte, de cadeaux qu'on a donné, qu'on a reçu. C'est ça. Et tu l'as très bien expliqué, t'as très bien expliqué avec le Monopoly, avec l'exemple du Monopoly, comment en fait on est d'abord, beaucoup sont ignorants. Moi, ce que je constate, c'est qu'en fait on vit dans ce monde comme si c'est normal qu'il soit comme ça, et on est dans l'ignorance en fait de ce qui se joue et de ce, comme tu dis, de ce à quoi on est privé aussi en termes de capacité à donner de sa richesse autrement que par et moi je me questionne beaucoup par exemple sur tu parlais d'éducation, c'est comment je sais pas si est-ce que toi tu as déjà eu l'occasion de parler de ça à des enfants, et comment est-ce que tu crois pas que ça serait quelque chose à mettre en place dans l'éducation des enfants, c'est-à-dire qui comprennent plutôt que nous les adultes comment justement changer d'état d'esprit par rapport à ça? Ah ben, je crois qu'on peut aborder n'importe quel sujet de l'énergie, de l'économie, de l'alimentation et tout ça, et on va se dire, mais tiens, il y a plein de choses à offrir à nos enfants aujourd'hui, bien sûr. Alors après, le système scolaire sert beaucoup plus à perpétuer une société passée qu'à préparer à la société de l'avenir. Donc après, ce qui doit poser la question aux parents, déjà, ils veulent quoi pour leurs enfants? Mais pour moi, l'école standard, en tout cas l'école d'aujourd'hui, a cette fonction de perpétuer la société telle qu'elle existe, dans ses usages, dans ses modes opératoires, dans sa pensée. Il s'agit d'un système normatif qui norme les gens dans une société où on a besoin, qui fonctionne à l'intelligence collective pyramidale. Et l'intelligence collective pyramidale a besoin de chaînes de fonctionnement, de chaînes de commandement, pardon. Ouais. Chaîne de commandement, ça marche avec des gens prévisibles. Si les gens restent imprévisibles et trop individués, ils ne vont pas dans les chaînes de commandement. Donc, comment on fait fonctionner les chaînes de commandement? Justement, en créant un système extrêmement normatif de conditionnement des gens pour que plus tard ils puissent aller au travail, etc., etc. Alors, on a plein de choses comme ça dans l'éducation qui perpétuent le monde d'avant. Alors, à réfléchir si on veut créer des écoles alternatives ou autres. Voilà, moi personnellement, avec la maman de notre fils, on a fait ce choix. Effectivement, notre fils n'a pas suivi le cursus mainstream pour ces raisons-là, effectivement. Mais pour autant, dans les écoles alternatives, moi je connais aussi, il n'y a pas toujours cette question qui est amenée, puisqu'on paye aussi avec de l'argent des écoles alternatives. Donc c'est pas toujours quelque chose qui est dans la réflexion des écoles alternatives. Ah, mais alors déjà, alternative, ça ne veut pas dire forcément bien, effectivement. Voilà. Mais bien entendu, de toute façon, il y aura toujours ce degré d'intrication avec le système actuel. De toute façon, l'extraction pure, tout d'un coup, on se retrouve là dans une sorte de bulle. Oui, le système, ça n'existe pas. Ça commence par le fait déjà qu'on parle une langue. Et la langue, elle reflète le système. Donc, l'extraction du système, pour moi, ne marche pas, ça relève d'une utopie. Par contre, l'évolution par rapport à un système, oui, ça me semble intéressant, ça veut dire d'aller explorer des choses. Donc, je le fais dans le domaine de l'économie, donc par exemple la pratique de l'économie du don, où là j'ai fait un choix très clair de sortir de l'économie de marché, donc de la contrepartie. Je n'ai pas fait encore une extraction de l'usage de l'argent que j'utilise dans l'économie du don, mais je travaille avec tant d'autres aux infrastructures qui doivent nous permettre de créer des économies qui ne fonctionneront plus sur l'argent classique. Donc voilà un autre chantier. Il y a aussi la question du langage, donc les langues que je parle, comment les faire évoluer parce qu'elles véhiculent
des formes de pensée, elle véhicule des visions du monde, elle véhicule des structures sociales très spécifiques. Ça, je veux dire, par exemple, ça véhicule le sexisme, hein, le masculin l'emporte sur le féminin. Ça véhicule des structures égotiques. Ça veut dire où en utilisant le verbe être, quand je dis les choses sont, eh bien je les impose, plutôt que de dire qu'elles viennent de moi, je dis qu'elles sont, raison pour laquelle j'ai supprimé le verbe être de mon vocabulaire. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. Le fait de faire le choix de vie vegan également, donc d'arrêter de contribuer au massacre généralisé des êtres vivants et sentients. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a une liste longue comme le bras qu'on peut faire et qui déjà nous met dans une posture évolutionnaire forte et qui après, très vite, nous donne des bénéfices humains, sociaux considérables. Alors, du coup, on va terminer là-dessus. S'il y a des personnes qui nous écoutent là et qui ont envie justement est-ce qu'il existe des endroits, des groupes, des associations où on peut rencontrer des personnes justement qui travaillent? Alors, quand tu parles d'infrastructure, là, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu peux nous donner un exemple tu travailles sur des infrastructures avec d'autres gens, mais par exemple, les gens qui nous écoutent, s'ils ont envie de rejoindre ces travaux-là, à qui ils s'adressent? Comment ils font? Alors, il y a plusieurs pistes auxquelles je pense. La première, sur la partie technologie, vous pouvez aller voir holochain.org, on pourra mettre ça dans le chat, holochain.org, qui là relève d'un protocole qui va permettre de faire des applications distribuées. Ça veut dire que ça ne passe plus par un serveur centralisé. Donc, notamment, de faire des monnaies libres et plein d'autres choses, de la gouvernance distribuée. Enfin voilà, ça, il y a des potentiels d'évolution de notre espèce à travers ces protocoles technologiques qui arrivent absolument incroyables. Ça va nous faire le vrai Internet, celui dont on a vraiment rêvé. Donc, voilà un exemple. Autre possibilité, vous pouvez aussi rejoindre un groupe Facebook que j'ai créé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle les Humanonautes. Voilà, où là aussi, et il y a notamment un sous-groupe là qui vient de se créer de réflexion animée par une très belle personne sur voilà, échanger nos expériences sur l'économie du don, ce que ça peut donner. Ensuite, je vous encourage aussi, si vous avez une monnaie locale ou alternative dans votre ville ou sur votre territoire, allez-y. Ça constitue un pas en avant. Ça s'avère imparfait, limité. J'ai appris par l'expérience que les gens ont vraiment besoin de passer par des étapes et de faire les erreurs de ces étapes. On peut le dire à l'avance, si on ne fait pas les erreurs, on n'a pas compris. Donc, il faut les faire. Mais comme voilà, ça fait partie de l'éducation, des essais et des erreurs. Et si on n'a pas fait l'expérience soi-même, ça reste théorique, on ne comprend pas. Donc, les monnaies locales, les monnaies régionales donnent aussi un très beau laboratoire pour expérimenter ce que ça veut dire, déjà une pensée qui commence à nous faire sortir de la pensée de l'argent. Même si on reste encore très enfermé dans ce paradigme, déjà on commence à sortir un petit peu de cette matrice et ça s'avère vraiment bien. Et puis ensuite, dernière chose, il s'agit d'une introspection, tout simplement. De faire un bilan sur sa vie, des contraintes qu'on a passées. Et oui, de toute façon, ça demande du courage. Il y a un acte courageux le jour où on décide de se dissocier de cette apparente sécurité sur l'argent. Ça veut dire de dire, ouais, mais j'ai un salaire, ça me donne de la sécurité, je peux payer mes traites, mon emprunt, etc. J'ai bien une apparente sécurité. D'ailleurs, on l'a vu avec la Covid. Il y a beaucoup de gens cette sécurité, ça a un petit peu ébranlé cette certitude. Et puis surtout, je ne vois pas de sécurité, parce que quelle sécurité il y a finalement à rester malheureux comme les pierres pour le restant de sa vie? Elle se trouve où, la sécurité, là-dedans? Ça veut dire des gens qui vont compromettre et éteindre leurs rêves et s'éteindre à l'intérieur d'eux-mêmes. Là, je pense qu'il y a le poison garanti, il y a l'insécurité garantie à ce niveau-là. Ça veut dire des effondrements existentiels promis qui vont arriver, des burn-out, on tombe malade, on finit malheureux, on finit aigri. Je me demande où se trouve la sécurité. Donc, je pense que ça vaut le coup de faire quelques sauts comme ça, un petit peu dans le vide, de se dire, ben ouais, ok, je sais pas où je vais, mais je sens que de toute façon, je ne regretterai pas, j'ai tellement à apprendre de choses. Et très vite, on commence à faire l'expérience de la providence. Ça relève de quelque chose, un témoignage que je vois, je témoigne bien sûr personnellement,
mais que je vois partout. Lorsqu'on y va avec de la joie, on a le droit d'avoir un petit peu peur, mais on veut devenir son être, eh bien, les choses, la magie va se passer. Voilà ce que je peux dire. Merci Jean-François. Il y a Sophie Tufnel qui te remercie et qui se met à ta disposition pour parler d'économie du don. Eh bien, Sophie, peut-être rejoint le groupe Les Humanonautes, où il y a donc plusieurs personnes tu parlais de Claire Rosard, non, pour la personne qui organise maintenant des choses autour du partage du don. Thierry Lemoine, notamment, Thierry Lemoine, qui m'a d'ailleurs envoyé un très très beau mail ce matin, un très beau témoignage de son chemin de vie. Voilà, donc, et puis bon, je reçois beaucoup de témoignages de gens comme ça qui font le saut. Certains, le grand saut, ils plaquent tout, ils y vont. D'autres, par petites étapes, chacun son cheminement. Mais je connais personne qui ait regretté de devenir son être. Et devenir son être, très souvent, ça engage après des processus très techniques, très pragmatiques, de sortie de la matrice, et notamment de questionner les organisations pour lesquelles on travaille, donc non plus travailler pour, mais travailler avec, ou peut même plus que travailler, œuvrer avec. Voilà. Voilà, il y a Daisy qui te dit un grand merci aussi. Eh ben, moi aussi, merci beaucoup Jean-François pour d'avoir accepté mon invitation. On aurait pu aussi parler de la façon créative dans laquelle tu es en ce moment, puisque tu es en train de déménager vers la maison de tes rêves. Preuve encore que tu as pu utiliser la puissance de la co-création universelle pour aller vers ton désir. On aurait pu aussi parler de cet exemple très concret que voilà, tu as émis il y a 1 mois et demi, 2 mois l'envie de déménager et puis tu as reçu la possibilité de le faire et tu es en train de le faire. Donc, bonne installation à toi dans ton nouveau chez toi. Merci Christelle et puis merci aux uns aux unes aux autres. J'ai vu que on n'a pas pu répondre à tout. Il y avait encore quelques questions, mais n'hésitez pas à aller sur le groupe Les Humanonautes sur Facebook et puis on aura peut-être l'occasion de se rencontrer. En tout cas, merci pour la qualité des questions et des contributions des unes et des autres. À bientôt. Volontiers. À bientôt. Au revoir.